Alexandre Pichouchkine, 33 ans, est l'un des plus grands tueurs en série de la Russie lorsqu'il est arrêté en 2006. Il revendique 63 assassinats, tous commis selon un rituel précis dans le parc de Bitvesky à Moscou. Sur son échiquier personnel, chaque victime représente une case et il était à un coup de réussir à le compléter. Durant 14 années, Alexandre le monstre de Bitsa, comme le surnomme la presse russe, tue en moyenne une personne par mois. Et comme la plupart des tueurs en série, lors de son procès, Alexandre ne montre aucun signe de repentir. Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler d'un tueur en série russe qui est l'un des tueurs en série les plus connus en Russie. La personne dont on va vous parler aujourd'hui s'appelle Alexandre Pichouchkine et il aurait tué 63 personnes. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, surtout que c'est vous qui nous l'avez donné, j'arrive plus à parler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, la liker à la fin et de nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Alexandre Pichouchkine est né le 9 avril 1974 à Moscou. Malheureusement pour lui, son père va quitter le domicile familial alors que Alexandre est à peine âgé de 9 mois. Alexandre ne sera donc éduqué que par des femmes, puisqu'il n'y a que des femmes dans son entourage. Il va énormément vénérer son grand-père, c'est un peu la seule personne masculine référente qu'il a dans sa vie, sauf que celui-ci va finir par se remarier et va abandonner comme le père, son petit-fils Alexandre. Natalia Pichouchkine, la mère d'Alexandre, va décrire ce petit enfant comme quelqu'un de calme, de réservé, mais qui sera tout de même sociable. Lors d'une interview que sa mère va faire avec une sorte de quotidien russe, elle va dire qu'apparemment Alexandre aurait subi un énorme choc physique lorsqu'il avait 4 ans en tombant d'une balançoire. Il était dans un parc avec sa grand-mère quand l'accident s'est produit et il a vite été hospitalisé mais a subi un traumatisme crânien, ce qui a fait qu'il est resté à l'hôpital pendant une semaine et qu'il a eu des séquelles au niveau de la parole, il n'arrivait plus à beaucoup parler et donc il a été directement dans un centre spécialisé pour son éducation et son école. D'ailleurs, toujours dans cette interview, la mère, Natalia, dira que l'accident était vraiment très important dans la vie d'Alexandre et elle, ça l'a beaucoup marqué, mais qu'à côté de ça, son fils avait des loisirs tout à fait normaux comme le vélo, jouer dehors, etc. Elle dira également qu'il était très attiré par les filles, mais qu'il aurait pu aussi aimer les hommes. Et un jour, Alexandre va recevoir sa convocation afin de pouvoir faire son service militaire qui était visiblement obligatoire à ce moment-là pour Alexandre. Et lui va tout simplement décider de préférer être enfermé dans un hôpital psychiatrique que d'aller s'entraîner au combat. Et évidemment, sa mère Natalia va trouver que Alexandre a tout de même pas mal changé quand il est revenu donc de son séjour en hôpital psychiatrique. Néanmoins, après cette période, il va tout de même décider de reprendre les études là où il les avait laissées, tout en alternant des modes de vie un peu contradictoires, puisque soit il va faire beaucoup de sport et avoir une vie saine, soit il va avoir des phases où il va totalement sombrer dans l'alcoolisme. Sa consommation d'alcool va d'ailleurs énormément augmenter pendant plusieurs mois et c'est ce qui va plus ou moins alerter sa mère, bien qu'en Russie, c'est ce qui est dit, hein. En Russie c'est plus ou moins commun d'avoir des gens qui sont dans l'alcool, donc finalement ils n'y prêtent pas spécialement attention. En 1992, Alexandre va commettre son premier meurtre sur une personne qui s'appelle Mikhail Olditchouk. Désolé pour la prononciation. Leur histoire est assez spéciale étant donné que Mikhail et Alexandre étaient des grands amis et que eux deux avaient planifié des sortes de crimes qu'ils allaient commettre sur un nombre de personnes qui voulaient tuer tout simplement. Donc c'est assez lugubre et horrible, mais c'est ce qu'ils avaient prévu en tant qu'amis.
En effet, ils avaient planifié de tuer plusieurs de leurs camarades, sauf que Alexandre a pris au dépourvu Michael lorsque Michael a ramené une corde qui devait servir à attacher les corps qu'ils auraient tués pour les cacher, et Alexandre a pris cette corde à étrangler Michael avec. Alexandre, durant son procès, lorsqu'on va évoquer cette histoire, il dira des choses comme « il savait même pas qu'il creusait sa propre tombe ». Quand ce crime est arrivé, il y a eu quand même une enquête, Alexandre a été interrogé, mais il n'a jamais été inquiété pour ce crime. Peut-être que le fait qu'il ait été interrogé par la police, j'allais dire recapturé mais non, l'aurait calmé étant donné qu'il n'a pas tué pendant 9 ans après ça. Alexandre enchaîne les petits boulots dans une Russie dévastée par les restes des dictatures et les pénuries. Manutentionnaire, vendeur, il tente de survivre en alternant travail et vodka. Son penchant pour l'alcool n'a rien d'exceptionnel dans le contexte russe et il a autour de lui tout un réseau d'anonymes alcoolisés qui devient dès 2001 la cible de ses pulsions. Il avoue lors de son procès avoir établi cette année-là une liste des personnes de sa connaissance qu'il a envie de faire disparaître. C'est là qu'il va décider de passer à l'acte. Alexandre commence alors à tuer selon un rituel bien établi. Il connaît les personnes, les invite à boire de la vodka sur la tombe de son chien dans le parc de Bitsa, puis lorsqu'ils sont affaiblis par l'alcool, il les tue avec ses coups. Il se débarrasse ensuite des corps en les jetant dans les canalisations du parc, mais il s'avère que 3 de ses victimes reprennent connaissance et s'en sortent. Il va donc décider de signer ses crimes comme la plupart des tueurs en série, déjà pour avoir une signature, mais aussi pour être sûr que sa victime est bien morte. Pour commencer, une fois ses victimes inconscientes, il va les tabasser à coups de marteau sur la tête pour être sûr qu'elles meurent, tout simplement. Et après ça, il va commencer à enfoncer des trucs directement dans leur cerveau, que ce soit des débris de bouteilles ou n'importe quoi qui peut être tranchant et aller jusqu'à l'intérieur du crâne. Au niveau des victimes, il les choisit surtout quand elles ont un penchant pour l'alcool, que ce soit des hommes ou des femmes. Et il va chercher des personnes qui sont un petit peu renfermées sur elles-mêmes, isolées ou qui semblent totalement perdues dans leur vie. Il les accoste généralement à la sortie du métro Kakhovskaya, il va leur parler de leur chien et les inviter à boire un coup au parc Bivdeski. Et il faut savoir que pendant toute cette période, Alexandre est avec sa famille, sa sœur et sa mère, et eux, ils diront sûrement après son incarcération qu'ils ne se sont jamais doutés de rien et qu'ils n'avaient eu aucun soupçon sur ce qui pouvait se passer avec Alexandre. Natalia, sa mère, elle va plus s'inquiéter étrangement de l'alcoolisme de son fils que des assassinats qu'il fait un peu partout. Et ce n'est pas mieux du côté de la police, puisqu'ils vont décider, eux, de classer ces meurtres, même s'ils ont été signés, tout simplement comme des accidents ou des trucs du genre, tout simplement pour pouvoir garder leur cotation de crimes élucidés. Donc y a rien qui va dans cette histoire. L'institution policière elle-même, enfin judiciaire et policière et judiciaire, s'arrange elle-même pour qu'ils trouvent un tueur qui a commis 1 ou 2 crimes et ils vont lui mettre 2-3 autres crimes sur le dos, comme ça ça augmente le quota. Voilà, le quota de crimes élucidés. Mais les enquêteurs qui sont tout de même connus pour leur corruption sont quand même un minimum au courant de ce qui se passe et voient qu'il y a quand même un tueur en série qui rôde près du parc de Bitsa. La presse va donc s'emparer de l'affaire et le maniaque du parc de Bitsa va vite faire le tour de la une des journaux et un portrait robot va vite circuler aux alentours histoire de prévenir quand même la population. Ce serait sympa. Alexandre raconte à quel point il se délecte de cette pseudo-célébrité et collectionne tous les articles qui sont sur lui, jusqu'au jour où ils vont arrêter un meurtrier à sa place. Du coup, je pense qu'il doit être assez déçu. Et donc, évidemment, très énervé par le fait d'avoir arrêté quelqu'un d'autre à sa place, Alexandre va donc décider tout simplement de tuer 2 fois plus de personnes, histoire de montrer à la police que non, les mecs, vous n'avez pas arrêté la bonne personne, quoi. Il va donc toujours tuer au même endroit avec la même façon de procéder et c'est grâce à un enfant qu'il se fera finalement arrêter pour de bon. Car en effet, pas de bol, la dernière victime d'Alexandre avait donc rendez-vous avec lui et vu qu'elle était mère d'un enfant, elle avait donné le nom ainsi que le numéro de téléphone de Alexandre à son fils
Sûrement comme ça, s'il y a un quelconque problème, il pouvait soit joindre sa mère, soit prévenir quelqu'un que sa mère n'est pas rentrée, on ne sait jamais. Et du coup, pas de chance, puisque lorsque la victime va donc être découverte, identifiée, le petit garçon va forcément donner les coordonnées que sa mère lui avait données aux forces de l'ordre, et c'est ainsi qu'ils ont pu mettre la main sur Alexandre. Évidemment, vous connaissez les médias, la Russie va être totalement submergée par les informations concernant cette affaire, l'interrogatoire va être filmé, la presse va en parler, enfin bref, vous avez compris comment ça se passe maintenant. La police russe, vu sa réputation, veut absolument affirmer qu'elle détient le bon tueur et qu'elle va pas lui forcer à faire des aveux, mais qu'il est venu pour se dénoncer lui-même. Donc encore une fois, ils sont très corrompus, mais là, le seul truc positif, c'est qu'Alexandre est arrêté. Le 13 août 2007 s'ouvre le procès d'Alexandre et il va être mis en justice pour 49 meurtres et 3 autres homicides. Comme on l'a dit en introduction, Alexandre lui dit qu'il en aurait tué entre 62 et 63, mais la justice va rester sur 49, ce qui est déjà énorme. Il explique le plaisir qu'il prenait à tuer, le feu qui brûlait en lui lorsqu'il croisait une de ses prochaines victimes. Chaque fois, je sentais que c'était une personne à moi, un feu brûlait en moi et ne s'arrêtait pas tant que je ne les tuais pas, comme un drogué en manque. Il raconte également qu'il pensait libérer ses victimes d'un certain état pour les faire passer dans un autre, il ne prenait d'ailleurs aucun plaisir à les voir souffrir. Ce qui m'intéressait, c'était de collectionner les âmes. Les enquêteurs vont trouver dans la chambre d'Alexandre un échiquier qui a été dessiné à la main avec des croix un petit peu partout sur l'échiquier. Alexandre va expliquer que chaque croix correspond à une victime qu'il aurait tuée et que son objectif était de remplir totalement l'échiquier et qu'il était presque à la fin de son objectif. Car effectivement, il va au total confesser 62 meurtres et il y a 64 cases sur un échiquier, donc il était vraiment à ça de réussir son objectif. Et toujours dans sa chambre, la police va également trouver beaucoup d'articles qui avaient été écrits sur ce fameux meurtrier, donc un petit peu narcissique quand même Alexandre. Évidemment, comme tout bon tueur en série, il va subir une analyse psychiatrique et les psychiatres vont dire que oui, certes, il a des dysfonctionnements, mais qu'il n'était pas irréprochable dans tout ce qu'il a fait. Et en plus de ça, ils vont le tenir évidemment responsable de tous ses crimes. Lors du procès, Alexandre, fidèle à lui-même, va rester très narcissique, très égocentrique et ne semble absolument pas regretter ce qu'il a fait et ne semble pas du tout vouloir se racheter. En conclusion, un peu de chiffres, à 33 ans, Alexandre Pichouchkine aurait tué environ une personne par mois pendant 5 ans. Et comme il vous l'a si bien dit, la police n'a pas fait grand chose, ils sont bien restés en dessous de cette histoire et donc suite à ce procès, la police russe et surtout celle de Moscou essaye de se racheter le plus possible, mais personne n'y croit. Enfin, il croyait, puisque c'était avant. Juste avant son incarcération, Alexandre a déclaré « J'étais presque Dieu, j'étais le procureur, le juge et le bourreau. Je décidais qui avait le droit de vivre et qui devait mourir. Les notions de bien et de mal sont des choses toutes relatives, je ne me serais jamais arrêté, jamais. Les policiers ont sauvé beaucoup de vies en me capturant. » On espère que cette histoire vous aura intéressé, parce que nous, en tout cas, beaucoup. Merci à la personne qui nous a donné cette histoire suite au tueur au jeu de cartes. Si vous ne l'avez pas vue, elle est dans le petit i là-bas toujours, Runti réveille-toi. On espère que la vidéo vous a plu. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker juste en dessous parce qu'il y a plein de gens qui disent « Eh mais vous regardez les vidéos et vous likez même pas » et en vrai vous savez même pas ce que ça représente pour notre travail. Et comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire juste en dessous et à activer la cloche des notifications parce qu'on reçoit toujours des commentaires qui disent « J'ai raté la vidéo, machin, truc ». T'as juste à cliquer sur la cloche et cliquer sur toutes et voilà. C'était Murders Explained et à samedi.